Est-ce que votre famille a changé de regard sur vous quand vous êtes devenue ministre? Violette. En fait, la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu aucune onde négative. Parce que je pense que ça peut arriver d'avoir des ondes négatives, des gens qui peuvent jalouser le parcours qui est le tien quand tu accèdes à des responsabilités comme celle-là, que tu deviens quelqu'un de médiatique, ou qui peuvent, je sais pas moi, vouloir aller témoigner ou parler dans la presse, à tort et à travers et tout ça. Pas du tout. Alors là, moi, vraiment pas du tout. Au contraire, c'était que des soutiens, que des gens aimants. Et donc ça a vachement compté pour moi. Quelles ont été vos émotions quand vous avez quitté le Maroc? Rokia, bah, à la fois vous êtes content parce que c'est quand même enthousiasmant de rejoindre la France, dont vous entendez parler depuis des années, genre comme un pays fabuleux, de richesse, enfin voilà, où les gens ont plein de perspectives et tout ça. Et en même temps, vous quittez vos racines, vous quittez votre famille, vous ne savez pas pour combien de temps vous allez ne plus les revoir, vous laissez vos grands-parents derrière vous, des cousins, des oncles et des tantes. Et après, quand on arrive ici, ben ça c'est ce que je raconte un petit peu dans le livre, je pense que ce qui saute aux yeux, c'est, enfin en tout cas pour des gens comme nous qui venions vraiment de la campagne, c'est les voitures, les automobiles. C'est-à-dire la circulation permanente, le bruit, les klaxons, tout le monde est en voiture tout le temps, alors que nous on habitait dans le Rif, dans une petite commune du nom de Benichiker, où grosso modo c'était un tout petit hameau, quoi, et on voyait passer une voiture aller peut-être tous les 15 jours, quoi. Les choses que vous entendiez sur la France, par exemple c'est un pays riche et tout, est-ce que du coup ça a été confirmé quand vous êtes arrivé ou pas? Je pense que dans un premier temps, oui, parce qu'on regarde tout ça avec des yeux d'enfant, avec, tu vois ce que je veux dire? Oui, on est dans un pays dans lequel il fait meilleur vivre que dans l'immense majorité des pays du monde. Ne serait-ce que parce que bah, tu as accès à une école de qualité qui est gratuite, tu te fais soigner, tu vois, des choses comme ça, quoi. On ne laisse pas les gens mourir en France. Il y a des pays dans lesquels on les laisse mourir parce qu'ils ont eu le malheur d'attraper un cancer et qu'ils n'ont pas l'argent qu'il faut pour se faire soigner. Et en disant ça, je ne parle pas que des pays pauvres, je parle même des États-Unis. Donc je pense que globalement, tu as quand même le sentiment d'être dans un pays béni des dieux, en quelque sorte, ici. Euh, Après, quand tu grandis, que tu t'intéresses, que tu as un regard plus critique sur ce qui dysfonctionne, etc., tu vois un peu plus bah, les inégalités, le fait que tout le monde n'ait pas les mêmes chances et tout ça et tout ça. Donc, tu es plus critique. Mais pendant quand même pas mal d'années, on a été très. Enfin, on était reconnaissants, quoi. On était reconnaissants et en même temps, c'est ce que je raconte dans le livre, mais mes parents étaient très. Euh, Ils avaient le sentiment, c'est vrai que c'était les années où le Front National commençait à monter dans le débat public, etc. Ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas forcément toujours bienvenus, plutôt tolérés que véritablement accueillis. Et donc, du coup, le message qu'ils nous passaient, à nous les enfants, c'était vraiment vous faites pas de vagues, quoi. On est discret, vous faites pas de vagues. Donc si tu veux, pour répondre à ta question, à la fois un sentiment de reconnaissance de pouvoir être installé dans un pays qui a plein de choses à offrir et en même temps le sentiment de ne pas non plus être tellement bienvenu, etc. Donc discrétion et tout ça. Avez-vous réussi à dépasser vos frontières invisibles et si oui, comment? Mathilde. Je les ai dépassées, mais ça n'a pas été si rapide et si évident que ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est maintenant, j'ai 44 ans, que j'ai l'impression de les avoir enfin dépassés. À chaque fois que je me retrouvais dans un autre univers, quand je monte au National, à Paris, que je côtoie encore d'autres univers, j'ai quand même toujours l'impression d'être un peu un imposteur. En fait, quand on vient d'en bas de l'échelle sociale, on a toujours l'impression qu'il y a des codes qu'on n'a pas, que les gens parlent de trucs qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas la même culture qu'eux, etc., etc. Et donc, on se demande toujours si on est bien à notre place. Et c'est ça, les fameuses frontières invisibles. C'est de se dire, c'est pas vraiment tout à fait ma place, et il y a un moment ou un autre où les gens vont s'en rendre compte. Et en fait, moi, je pense que très très longtemps, même en accédant à des responsabilités hautes, j'ai eu ça.
Et puis en fait, ce qui m'a permis de surmonter ça, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien la politique quand même, parce que je trouve que ça apporte beaucoup de choses en vrai, c'est que quand on fait de la politique, il y a un moment où on voyage à travers tout le pays, toutes les catégories sociales, tous les échelons de la société, tout le temps. Je veux dire, il y a un moment, moi, il n'y a pas une catégorie de la population française que j'ai pas été amenée à rencontrer d'une façon ou d'une autre. Et quand tu rentres dans tous ces univers-là, bah, il y a un moment où les frontières quand même finissent par s'effacer. Et en fait, tu vois, je sais pas moi, y compris le fait de partir en bas de l'échelle sociale, de devoir se battre, etc., c'est un atout en tant que tel. C'est ce que j'appelle le bilinguisme social. C'est que les gens qui viennent d'en bas, en fait, eux, ils parlent à la fois le langage. Quand on dit le langage, c'est l'expérience, en fait, c'est comprendre ce qui se passe, en fait, c'est ça qu'on entend par le langage. Le langage des gens qui n'ont pas grand-chose. Et puis en même temps, comme ils se sont échinés à monter les échelons sociaux, etc., ils ont appris le langage des gens qui ont beaucoup et auxquels ils aspirent à appartenir. Du coup, ils parlent deux langues, bilinguisme social.